Bonjour Fabien. Bonjour Roald, comment vas-tu? Très bien, merci. Bienvenue à cette cinquième Research Talk. Et aujourd'hui, on va parler une de tes spécialités et c'est le projet DC4EU. Est-ce que tu peux me raconter un peu qu'est-ce que ça veut dire, ce projet? D'abord, merci de m'accueillir. Et le projet DC4EU, c'est un projet qui effectivement vient de se terminer. C'est un projet financé par l'Union européenne, un des 4 projets financés par l'Union européenne dans le cadre de la nouvelle réglementation eIDAS, et en particulier autour des portefeuilles d'identité numérique. Et ce projet DC4EU se focalisait essentiellement sur 2 grands aspects, l'éducation et la santé, afin de tester à grande échelle les portefeuilles numériques digitaux ainsi que les titres vérifiables qui sont derrière. Oui. Alors, en ce qui concerne la sécurité sociale, c'est ce qui va nous intéresser chez Smalls, bien sûr. Oui. Eh bien, il y avait 2 aspects, la carte européenne d'assurance maladie et puis les documents portables A1. Alors, ce sont 2 types de documents qui permettent à des citoyens européens de bénéficier de soins de santé dans des pays de l'Union européenne, alors dans le cadre de leurs vacances ou en tant que travailleurs détachés. Ça veut dire que la Smalls n'était pas le seul partenaire. Ah non, bien sûr. Il y avait 80 partenaires, plus de 80 partenaires autour de l'Europe. Et en Belgique, il y avait également la Banque Carrefour pour la sécurité sociale qui était partenaire. Et au début, l'ONSS ne semblait pas si intéressé que ça, mais en fait a participé beaucoup plus et d'ailleurs a organisé un excellent groupe de travail ici à Bruxelles en mai dernier. Voilà. Donc le projet est terminé, on a appris beaucoup de choses, on a créé beaucoup de liens entre les différents acteurs. Mais bon, c'est qu'une première étape dans l'évolution de l'utilisation de ces portefeuilles électroniques. Est-ce que tu peux aussi un peu expliquer qu'est-ce qu'est la vision de l'Europe sur ces digital credentials? Qu'est-ce qu'elle a vu de l'Europe là-dessus? Je pense qu'il faut repartir un petit peu en arrière, même dans les années 90, où on s'est vite rendu compte que sur Internet, il y avait un problème d'identité. Donc, il y avait ce dessin dans le New York Times en 93 où on voyait 2 chiens en fait autour d'un ordinateur et le sous-titre disait « Sur Internet, tout le monde est un chien ». Personne ne sait que vous êtes un chien. Et c'est un peu le problème. Les services fournis sur Internet ont quelquefois besoin de savoir qui vous êtes, enfin un certain niveau d'identité. Et beaucoup d'acteurs de la technologie, mais aussi gouvernementaux, ont essayé de résoudre ce problème. Quand vous connectez à un site web des finances ou autre, vous avez besoin de pouvoir vérifier l'identité de la personne qui se connecte. Alors en Belgique, on connaît la carte à puce, la carte d'identité, c'est un des premiers pays au monde à avoir ce genre de technologie, donc on est très avancé. Mais bon, il y a eu tout un bout de chemin qui a été fait avec différents tendances et notamment plus récemment une demande pour avoir plus de respect de la vie privée, notamment avec la réglementation RGPD. Et l'Europe, en 2014, a mis en place la réglementation européenne eIDAS, qui en fait cadre pour les services de confiance sur Internet et puis l'identité sur Internet. Bon, ça a été mis en place, on n'a pas beaucoup parlé, je ne sais pas si ça a beaucoup marché, mais il y a eu une révision qui a été faite où là, l'Europe a poussé pour avoir un portefeuille d'identité numérique. Et ce portefeuille, c'est pour permettre à tous les citoyens européens d'avoir une version numérique de leur portefeuille actuel. Donc la carte d'identité, le permis de conduire, toutes ces choses qu'on a dans notre portefeuille, on pourrait les imaginer sur un téléphone portable. Voilà. Donc c'est un petit peu dans ce contexte-là, et qu'est-ce qu'on peut mettre dessus, et comment on fait fonctionner ça au niveau européen, parce qu'avoir une solution qui fonctionne en Belgique, c'est une chose. D'avoir les services qui se comprennent entre différents pays, c'est autre chose, mais qui se font confiance entre les différents pays. Et est-ce que l'Europe, est-ce qu'elle met en place des bases de données, des infrastructures pour organiser ça, ou est-ce que ça reste chez les membres, les pays membres? Alors, l'Europe a le cadre réglementaire. L'Europe a aussi
une architecture de référence qui parle des différents standards techniques à mettre en œuvre pour les différentes techniques. Et puis elle impose un certain calendrier, notamment tous les États membres doivent mettre à disposition de leurs citoyens un portefeuille électronique numérique fin de l'année prochaine, donc fin 2026. Donc la Belgique a déjà un portefeuille qui s'appelle mygov.be. Oui, ce portefeuille digital, et tu as dit, OK, on peut y mettre une carte de maladie, carte d'identité, cette formulaire A1. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient être dedans? Ah bah la limite c'est ton imagination. Ok. Je peux m'imaginer beaucoup. tout ce qui existe sur papier, on peut l'imaginer sous forme de titres vérifiables. Ces titres numériques vérifiables, eh bien ça reprend un certain nombre d'attributs, des caractéristiques de l'utilisateur. Ça peut être son nom, sa taille, son âge, mais ça peut être un certain droit, ça peut être un diplôme, ça peut être... peu importe, et ça fait la même chose que le papier, mais ça ajoute en plus un niveau de sécurité supplémentaire, parce que falsifier ce type de document est plus difficile que falsifier un document papier, en principe. Et puis, pour certains utilisateurs, plus de facilité. Tout est concentré sur le téléphone. La nouvelle génération sait utiliser ce genre de choses. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des gens qui ont encore des problèmes à utiliser les téléphones, etc. Oui, c'est ça. En parallèle de ça, il faudra maintenir les solutions existantes. Mais comment ça marche entre les pays? Après, ça va dépendre des applications. Mais toujours est-il que alors supposons par exemple un document A1 qui doit être contrôlé par la police financière en Allemagne, un employé de nationalité, disons italienne, mais employé par une entreprise belge qui est détachée en Allemagne. Bon, bah voilà, il y a déjà 3 nationalités qui sont impliquées. 3 pays qui sont impliqués plutôt, et il va falloir que l'application de vérification utilisée par la police financière allemande sache déjà établir une communication avec l'application présentée par le citoyen italien qui travaille pour une entreprise belge. Et puis après, tout un échange, mais il va falloir pouvoir contrôler que ce document A1 émis, en l'occurrence par l'ONSS, soit valide en Allemagne. Donc il y a toute une chaîne de confiance. Alors on va en général remonter de l'ONSS au niveau européen, et puis ensuite, quand on arrive à cette racine de confiance au niveau européen, eh bien l'Allemagne pourra se dire, bon, ok, l'ONSS validé au niveau européen a le droit d'émettre des documents et ce genre de choses. Et c'est finalement plus vraiment un problème technique, parce qu'on a tous les outils pour le faire, mais plutôt lancer la machine. Et puis il y a l'autre aspect, c'est l'utilisation. Avoir ces outils, c'est bien, mais si les gens n'utilisent pas et s'il n'y a pas beaucoup d'applications, voilà. Donc tu parlais justement de pouvoir utiliser au niveau européen. On pourrait parler simplement du permis de conduire. Pour le moment, tous les pays, je ne sais pas si en Belgique encore, on peut utiliser la version électronique quand on se fait contrôler au bord de la route. Ça va venir. Voilà. Mais alors, quand on se fait contrôler en excès de vitesse, pour autant qu'il y ait des excès de vitesse définis en Allemagne, ça je ne sais pas, mais il faut pouvoir contrôler ça. Oui, c'est ça. Alors, par exemple, pour le permis de conduire, c'est déjà disponible dans le mygov.be, mais comme tu dis, je ne sais pas, je n'ai pas encore rencontré un policier qui me demandait mon permis de conduire, et je n'ai pas encore pu le montrer, et qu'est-ce qu'il va être l'échange qui suit, bien sûr. Ça, faudrait demander aux experts BOSA, parce que c'est BOSA quand même, SPF BOSA, qui s'occupe de la mise en œuvre de ce portefeuille électronique. Mais effectivement, le contrôle pour le moment n'existe pas encore. Il faut aussi équiper les contrôleurs d'applications spécifiques qui vont pouvoir alors il y a lire un code QR sur l'écran de l'utilisateur ou une communication par NFC, peu importe. Là encore, le cadre de référence architectural européen spécifie ce genre de choses. En ce qui concerne le permis de conduire, c'est un standard particulier, norme ISO, qui lui est international. Donc,
priori, on pourrait même avoir ce genre de contrôle d'un permis belge aux États-Unis. Oui. Ouais. Je pense que ça va prendre du temps. Oui, on doit encore avoir, surtout quand tu arrives dans des pays pas européens, on doit encore avoir des cartes d'identité et des permis de conduire physiques. Je pense que ça va rester. Hein. Alors, on pourrait regarder ce que fait l'industrie avec ses portefeuilles électroniques, donc où on peut mettre des billets d'avion, où on peut mettre des billets de concert, etc. L'utilisation est extrêmement simple. Oui. Bon, je vais pas faire de publicité ici, mais moi, je mets tous mes billets de train quand je rentre en France dessus. Ouais. Le billet s'affiche quelques heures avant avec un rappel, etc. Je fais la queue. Un geste du doigt et j'ai le code QR que je peux présenter pour faire vérifier mon billet. Donc il y a quand même un degré d'utilisabilité très important sur ce genre d'application qu'il va falloir atteindre pour les portefeuilles gouvernementaux. Ce qu'on n'aime pas ces applications, c'est l'aspect identité avec un niveau d'assurance élevé. Et ça, ce sont bien sûr les gouvernements en général qui ont ça. C'est pas le cas de tous les pays. Il n'y a pas de carte d'identité en Grande-Bretagne, par exemple. Mais en Belgique, on a quelque chose qui existe. Est-ce qu'il y a d'autres avantages d'avoir un portefeuille digital? Alors, en principe, on devrait avoir des avantages en termes de respect de la vie privée. Un aspect, c'est la possibilité, en tout cas que permet la technologie, aujourd'hui on n'a pas encore la mise en œuvre, mais les standards le permettent, de ne pas pouvoir lier différentes utilisations d'un même document. Donc, en tant qu'utilisateur, si je me connecte à un site internet et je dois prouver que j'ai plus de 18 ans, je pourrais en fait ne fournir qu'une preuve que j'ai plus de 18 ans, même pas révéler ma date de naissance ou mon âge. Ah oui. Ça, c'est un aspect. Mais en plus, je l'utilise une fois, une deuxième fois, une 10e fois, et le site est incapable de vérifier, de voir que c'est la même personne derrière. Simplement, eh bien, c'est un utilisateur, éventuellement belge, pourquoi pas, de plus de 18 ans, mais on ne sait pas qui. Alors, ça a certaines applications intéressantes. Donc, ça, c'est un aspect de ne pas pouvoir lier l'utilisation à l'utilisateur. Pour autant que on n'utilise pas l'identité de la personne, bien sûr. Mais d'autres attributs particuliers. Et un autre aspect, alors là, qui est mentionné dans la réglementation européenne, c'est la divulgation sélective. Alors, si on considère la carte d'identité, vous avez votre nom, un numéro de carte d'identité et d'autres informations qui sont sur cette carte. Si je reviens à la preuve d'âge, par exemple, j'ai pas envie de donner mon nom nécessairement, j'ai pas envie de donner ma date de naissance, je veux simplement prouver que j'ai plus de 18 ans. Eh bien, la divulgation sélective permet de faire ça. Non seulement de montrer un attribut particulier, je pourrais montrer que ma date de naissance, mais en plus, alors avec certaines preuves sans divulgation de connaissances, faire un calcul et démontrer cryptographiquement au service que j'ai plus ou moins de 18 ans. Mais je peux aussi m'imaginer que pour le permis de conduire, quand un policier m'arrête, en fait, il n'a pas besoin de mon nom. Non, mais alors il y a des procédures qui existent. Il y a un cadre réglementaire, et ça on l'a vu dans le cadre du projet des CFOREUS, c'est que il y a des processus qui existent pour les documents papier avec certaines règles qui ont été mises en place parce que avec le papier il fallait pouvoir vérifier certaines choses et avoir certaines informations. Ce qu'aurait pu faire le projet et qui ne l'a pas fait, c'est mettre à plat, à zéro, les processus en place et repartir avec cette vision. Ok, maintenant on a ce genre de technique. Comment on le ferait avec ce genre de technique? C'est pas vraiment ce qui a été fait, mais plutôt, je dirais malheureusement, ça c'est un point de vue personnel, mais une adaptation des systèmes existants avec ce nouveau genre de technique. Et on a vu aussi dans le cadre du projet que différents pays ont une vue complètement différente sur la gestion des identifiants
unique. Ah, oui. Alors en Belgique, on utilise simplement le numéro national et on n'a pas de problème à l'utiliser entre différentes institutions. En Allemagne et en Autriche, c'est un petit peu différent et il y a le contexte historique qui fait que c'est différent. Et il y a eu pas mal de discussions dans le cadre du projet européen à savoir qu'est-ce qu'on fait. Et l'idée, c'est d'avoir plusieurs identifiants. Donc si je reviens dans le cadre de mon portefeuille électronique, là, on peut imaginer un document concernant l'identité de la personne. Alors, au niveau européen, il y a le PID, le Personal Identification Data. Et là, c'est le nom, la date de naissance, la ville de naissance, je crois. Donc, un ensemble très réduit d'informations qui permettent a priori, d'identifier de manière unique un citoyen au niveau européen. Il y a, pour une carte européenne d'assurance maladie, quelques informations supplémentaires, un numéro de mutuelle, un nom de mutuelle, par exemple. Pour le document 1, vous avez une autre série d'informations supplémentaires. Mais tous ces documents ont un aspect identité. La carte européenne d'assurance maladie, il y a l'identité. Le A1, il y a l'identité. Mais en version numérique, on pourrait supprimer de la carte européenne d'assurance maladie l'aspect identité, tout comme le A1, et remplacer ça par un numéro qu'on sait lier avec la partie carte d'identité, en fait. Alors, en Belgique, on le fait tout de suite avec le numéro national, mais ça peut être un autre numéro qui peut être différent, d'ailleurs, pour différents documents. Plein de choses qu'on peut faire. Et toujours avec cette optique de mieux respecter la vie privée. Ouais, ok, intéressant. Comme tu le présentes, c'est le Brave New World, si tu veux, avec tous les avantages d'avoir un portefeuille électronique. Est-ce qu'il y a aussi des critiques? Alors, on peut formuler des critiques. Bon, il y a déjà tous les avantages dont on parle et qui sont classiques pour toutes les nouvelles applications technologiques. Ça va aller plus vite, c'est moins cher, c'est plus sécurisé, etc. Donc, on a ça. Moins cher, bon, on pourrait questionner déjà parce qu'il faut maintenir plusieurs systèmes en parallèle. Le système papier va continuer, on a ça en plus. On peut se poser la question. Mais il y a aussi beaucoup de processus au niveau institutionnel où on peut se poser la question, est-ce qu'on a besoin que l'utilisateur finalement fasse la mule de transport de données échange d'informations entre deux institutions gouvernementales, si les services savent communiquer directement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un portefeuille électronique? Je repars sur ces documents A1 ou carte européenne d'assurance maladie. Là, c'est aussi des échanges d'informations entre institutions de sécurité sociale, entre plusieurs pays. Pour les A1, il y a déjà un système qui s'appelle ESI, où il y a des échanges qui se font régulièrement entre la Belgique, l'Allemagne, la France, etc. Est-ce absolument nécessaire d'avoir le portefeuille électronique? En tout cas, pour cette partie échange, les institutions savent très bien communiquer. On peut s'imaginer qu'il y a un API entre ces deux institutions pour qu'ils puissent vraiment facilement échanger des données. Oui, alors le protocole ESI, justement, permet ça. Mais, bon, dans le cadre du projet européen, toujours, on a vu d'autres cas d'utilisation où le chef de chantier, par exemple, veut pouvoir vérifier que les ouvriers qui arrivent sur le site le matin sont, disons, dans le cadre de la loi et ont un document A1. Bon, là, l'employé doit pouvoir présenter quelque chose et le chef de chantier doit pouvoir vérifier. Mais il y a quand même d'autres aspects d'échange d'informations entre institutions où c'était pas nécessaire. Autre inconvénient, et là je pense que c'est plus problématique, et on l'a vu encore dès le début du projet, où pour utiliser un portefeuille de démonstration qui était mis en œuvre par un autre projet européen, eh bien il fallait une certaine version d'un certain téléphone, une certaine version minimale d'un certain téléphone. Ah oui. Alors je ne connais pas ce qu'il faut pour le portefeuille mygov.be, mais une chose est sûre, c'est que ça ne fonctionnera pas sur les très anciens téléphones, surtout ceux qui ne sont pas smartphones. Donc,
il y a cet aspect-là. Mhm. On peut pas forcer tout le monde à acheter un nouveau téléphone Ah pour non. pouvoir utiliser ça. Et puis, il y a aussi le problème des mises à jour. Mhm. On l'a vu, on le voit hein, sur tous les ordinateurs. Ouais. Le mois d'octobre, beaucoup de gens stressent parce qu'ils pourront plus utiliser leur Windows 10 sur leur ordinateur. C'est pareil sur les téléphones. Mhm. Et voilà, donc ça, c'est pas unique à ce type d'application, Non. mais quand on parle d'applications au niveau de l'identité et des applications avec Oui. cette importance-là, c'est pour le bien de tous, finalement. Mhm. C'est pour Ouais. tous les citoyens. Donc, il faut penser à tous ces utilisateurs Mhm. et c'est pas facile. Non, non, non. Non. Ouf. Peut-être une dernière question, hein, parce Oui. que tu as dit que le DC4EU, ce projet a terminé. Mhm. Je ne pense que ce n'est pas la fin du processus pour le portefeuille digital. Non. Qu'est-ce qu'il se présente dans le futur et surtout pour la Smalls? Donc c'est loin d'être terminé hein, dans ce domaine-là, des portefeuilles électroniques. Le projet a permis d'avancer, de débroussailler pas mal de choses. Une chose est sûre, c'est que la réglementation européenne, avec certaines exigences, est en route. Les portefeuilles électroniques arrivent, sont là en fait, mygov.be, et il va y avoir certainement une pression pour mettre à disposition des citoyens différentes applications. Alors, on a déjà parlé de certaines applications disponibles ou de certains titres mis à disposition sur ce portefeuille électronique. On peut imaginer que plusieurs institutions clientes de la SMAL vont vouloir mettre des titres sur ces portefeuilles. Alors, on pense bien sûr, on en a parlé du document A1, à la carte européenne d'assurance maladie, mais il y en aura probablement d'autres. Ces institutions-là, en tant que source authentique, vont devoir convertir ces informations en objet électronique qu'on sait mettre sur ces portefeuilles. Alors, est-ce qu'elles vont vouloir le faire elles-mêmes ou est-ce qu'elles vont demander à des institutions compétentes de le faire pour elles? C'est là, je pense que la SMAL a un rôle à jouer, déjà de connaître le fonctionnement de ces outils, de se familiariser sur les standards en question, pour pouvoir ensuite répondre à des demandes de ces institutions et leur permettre d'émettre, c'est le terme qu'on utilise, des titres numériques vérifiables vers le portefeuille de Beaux-Arts. Donc, voilà, un aspect d'accompagnement de ces institutions en fonction de leurs demandes. Merci beaucoup, Fabien, pour ce Research Talk. De rien, Oral, c'était un plaisir. Ouais, voilà. Merci d'être présent pour ce Research Talk et on se voit une prochaine fois.